Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. La première élection de Donald Trump en 2016 avait été plutôt faste pour Wall Street. Le S&P 500 s'était adjugé 66% entre novembre 2016 et novembre 2020 et le Nasdaq avait lui progressé de 150%. La nouvelle élection de Donald Trump va-t-elle produire les mêmes effets? Sera-ce bis repetita? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir avec notre invité Patrick Artus, conseiller économique auprès d'Ossiam. Mais avant d'engager la discussion avec Patrick et de recueillir son point de vue, rappel rituel, nous sommes une chaîne indépendante, nous avons donc besoin de votre soutien. Abonnez-vous, partagez les émissions, commentez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on connaît les grands axes programmatiques de Donald Trump, dérégulation, baisse des impôts, baisse des dépenses publiques et protectionnisme. Ce dernier volet est, au dire de certains, le plus inquiétant, avec la menace finalement d'une hausse généralisée des droits de douane. Alors, avant qu'on s'attelle à décrypter les incidences que pourrait avoir finalement l'application de ce programme, quelles sont les intentions derrière celui-ci? Et là, je parle du volet protectionniste. Est-ce que finalement, l'objectif poursuivi n'est pas une réindustrialisation par la captation finalement des appareils productifs des pays tiers? Oui, alors les États-Unis ont un énorme déficit extérieur pour les biens et un excédent des services. Le déficit pour les biens, c'est plus de 1000 milliards de dollars par an. Hein. Il y a un excédent des services de l'ordre de 300 milliards de dollars. Et donc, le budget de Donald Trump, c'est de réduire ce déficit commercial pour les biens et donc de relocaliser de l'industrie aux États-Unis. Alors, on peut avoir quelques doutes parce que, en fait, les États-Unis, se sont désindustrialisés depuis très longtemps et n'ont plus d'avantages comparatifs pour la production de produits industriels. On voit que les États-Unis ont un déficit commercial vis-à-vis de à peu près toutes les régions de la planète. Pour tous les biens, à part quelques biens, par exemple des minerais qui sont produits aux États-Unis, mais les biens intermédiaires, les biens d'équipement, les voitures, etc., ont des déficits extérieurs très très importants. Et par contre, les États-Unis ont des excédents pour la balance des brevets, pour les services informatiques, etc. Donc c'est une économie qui est devenue une économie de services avancés, services sophistiqués. Ça sera extrêmement difficile de changer la spécialisation productive des États-Unis. Et donc le risque, effectivement, c'est que protégeant les producteurs américains, cette protection n'amène pas beaucoup de relocalisation. Et simplement, comme on l'a vu dans le cas des droits de douane sur l'acier à partir de 2017, simplement conduisent à une hausse des prix des produits importés aux États-Unis avec un volume d'importation qui reste à peu près le même, quoi. Et moi, ça c'est mon scénario. Je crois que quand vous avez une orientation de la spécialisation productive qui est très typée et qui est vers les services sophistiqués et pas du tout vers l'industrie, c'est à peu près impossible de revenir 30 ans en arrière et de redevenir un État industriel. Oui, parce que une délocalisation des pays tiers vers les États-Unis, ça prend du temps en plus, parce que construire une usine, c'est vous pouvez augmenter les droits de douane tout de suite. Et puis même les entreprises américaines ont des chaînes de valeur mondiales. Et ce serait extrêmement coûteux de changer les chaînes de valeur. Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas douter finalement de l'application très rigoureuse de ce programme protectionniste? Parce que on a plusieurs arguments justement pour en douter. Vous l'avez dit, Patrick, c'est que en fait, l'industrie américaine est aussi interconnectée au reste du monde, donc on a des chaînes de valeur mondiales. C'est difficile de disrupter tout ça comme ça. On a dans l'entourage de Donald Trump un chef d'entreprise illustre, Elon Musk, qui a des intérêts en Chine. Le commerce avec la Chine, on peut le dire, c'est tout de même assez vital pour Tesla. En tout cas, dans la chaîne de valeur, là, pour le coup, elle a un véritable enjeu stratégique pour une entreprise comme Tesla. Et Tesla n'est qu'une entreprise
parmi d'autres. Donc, est-ce que ça ne risque pas de tempérer les ardeurs, finalement, de Donald Trump en matière de droits de douane? Et puis ensuite, il y a un troisième argument, c'est que son électorat a été extrêmement sensible à la question de l'inflation. Or, il y a quasiment consensus chez les économistes pour dire s'il augmente aussi radicalement les droits de douane, il va provoquer immédiatement une poussée inflationniste. Et là, ça serait se tirer une balle dans le pied vis-à-vis de son électorat. Oui, mais tout cela a l'air extrêmement rationnel. Effectivement, rationnellement, les États-Unis doivent continuer à développer leur industrie des services sophistiqués, doivent investir peut-être et attirer des capitaux étrangers dans quelques industries stratégiques. Par exemple, la réimplantation des semi-conducteurs aux États-Unis, c'est une bonne idée pour les États-Unis, mais ne doivent pas essayer de relocaliser l'essentiel de l'industrie qui est partie. Mais est-ce que, enfin, là on est rationnel, mais il a dit tellement souvent et tellement de façon répétée, et y compris dans la période la plus récente après l'élection, qu'il allait appliquer la totalité de son programme, c'est-à-dire les droits de douane, l'expulsion des immigrés clandestins, la baisse des impôts, enfin, moi je pense qu'il y a un risque, parce que c'est un risque pour les États-Unis et pour l'économie mondiale, qu'effectivement ils mettent en place ce programme protectionniste. Alors peut-être va-t-il négocier avec certains pays. On peut avoir l'exemple du Mexique. S'il y a des droits de douane très importants sur les produits mexicains, c'est affreux pour le Mexique, parce que le Mexique a 80% de ses exportations vers les États-Unis, et c'est affreux pour les entreprises américaines qui ont délocalisé au Mexique. Donc peut-être il y aura des négociations avec des contreparties sur certains pays, mais sur la Chine, je crois que... Et puis l'ensemble de l'opinion publique et l'ensemble des élus, et qu'ils soient démocrates ou républicains, est très hostile à la Chine, quoi, pour des raisons de maintien de la supériorité technologique, de suprématie, de risque politique. Donc je crois qu'il faut envisager sérieusement le risque qu'ils mettent en place son programme de droits de douane sur l'ensemble des pays, avec peut-être un petit nombre d'exceptions sur le continent américain, et en tout cas sur la Chine et l'Europe, je crois qu'il mettra en place ce programme de droits de douane. Alors, j'aimerais qu'on aborde la question du marché du travail, parce que là, on est tout de même dans la perspective d'une poussée inflationniste avec l'application de ce programme. L'expulsion et l'arrêt, alors l'expulsion des illégaux et l'arrêt de l'immigration, pour le coup, aurait un impact inflationniste sur le marché du travail ? Oui, parce que d'abord, on ne sait pas bien en Europe que Joe Biden a pris un arrêté présidentiel en juin de cette année qui limite considérablement les entrées d'immigrants illégaux par la frontière du Mexique. Et depuis cette date, il y a une très forte baisse de l'immigration illégale aux États-Unis, puisqu'il y a un quota au-delà duquel les personnes qui rentrent sur le territoire des États-Unis ne peuvent plus être régularisées et sont expulsées. Mais avant, c'était tout de même la politique de la porte ouverte. Avant, c'était une politique qui était absolument terrifiante. Il y avait 10 000 immigrants par semaine, en moyenne. Ça fait plus de 3 millions par an. Mais on voit qu'il est possible de limiter l'immigration simplement en ne régularisant pas les immigrants qui rentrent et en les reconduisant en dehors du territoire américain. Les chiffres d'immigration ont beaucoup baissé depuis le mois de juillet. Et donc je crois qu'il y aura un frein important à l'immigration. C'est vraiment une demande de l'électorat de Trump. Donc s'il ne le fait pas, il va quand même se fâcher avec la majeure partie de l'électorat républicain. On peut attribuer la détente forte du marché du travail qu'on a vu depuis 2022 aux États-Unis à cette énorme poussée d'immigration. Si on regarde les difficultés de recrutement des entreprises, on a une série qui montre le pourcentage d'entreprises ayant des difficultés de recrutement. Elle est revenue au niveau de 2017-2018. Il y a vraiment une très forte baisse des difficultés de recrutement. Les hausses de salaire ont beaucoup ralenti. On avait des salaires à 7% par an. On est plutôt autour de 4% maintenant, 4,5%. Et donc, la désinflation aux États-Unis, ça
c'est pas tellement lié au freinage de la croissance. On a une croissance qui reste forte. Hein, mais qu'à l'afflux, mais c'est dépendant, enfin ça dépend, ça découle de cet afflux ça découle largement de l'afflux d'immigrants depuis l'élection de Biden, en fait. Hein. On avait à peu près 500-600 000 immigrants par an sous Trump, qui était déjà beaucoup plus que dans la période antérieure. Et sous Biden, on est à 2,5 millions chaque année, donc, et plus de 3 millions l'année dernière. Donc ça a détendu le marché du travail américain. Et ça a également soutenu la croissance, puisque, en l'occurrence, l'économie américaine était en demande de main-d'œuvre. Oui, et ça a permis de créer des emplois, de continuer à avoir une croissance très forte. Et puis, ça ralentit les salaires. Et aux États-Unis, où il y a 2% des gains de productivité, si vous avez des salaires à 4,5, c'est tout à fait acceptable, quoi. Donc, donc je crois que il y a une très forte demande de l'électorat de Trump pour arrêter l'immigration illégale, y compris les immigrants anciens, hein, les latinos-américains vivant aux États-Unis sont demandeurs de freiner l'immigration en provenance d'Amérique latine parce qu'ils pensent que c'est de la concurrence pour les emplois, etc. On sait que c'est pas vrai, mais enfin c'est une demande qu'ils expriment et je crois qu'il y aura vraiment 2 sources d'inflation supplémentaires aux États-Unis, les droits de douane et un gros coup de frein sur l'immigration. Alors, avant de voir quels impacts cela aura sur le marché des taux, l'autre aspect donc du programme de Trump, ou les 2 autres aspects, c'est la dérégulation et puis la baisse des dépenses publiques et des impôts. Est-ce que ça va doper la croissance à court terme ou pas? Alors, les baisses des impôts, l'inflation qui va résulter de ce que nous discutions auparavant est très mauvaise pour la consommation des ménages, puisque les ménages américains ont des salaires qui sont que partiellement indexés sur l'inflation. Et donc, inflation, ça veut dire perte de pouvoir d'achat pour les salariés et recul de la consommation. Donc on peut être assez pessimiste si ce programme est mis en place, que je crois, sur les perspectives pour la consommation des ménages. Mais sur les entreprises, si vous avez des réglementations financières et sur tous les secteurs d'activité, baisse des impôts des entreprises, on a évoqué une baisse de l'impôt sur les sociétés à 15%, c'est très favorable pour les entreprises. Plutôt pour les entreprises des secteurs, c'est les entreprises technologiques, hein, puisque à nouveau, je crois pas que l'industrie américaine puisse profiter de cette politique pour se retrouver un second souffle. Mais toutes les entreprises des nouvelles technologies vont profiter de cette déréglementation. Et les banques et la finance aussi vont profiter de cette déréglementation. On parle d'une divergence complète des règles prudentielles des banques entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis n'appliqueraient plus les règles de Bâle III. Et donc... Et puis, il y aura une libéralisation des salaires dans la finance. On oubliera ce que voulaient les démocrates, hein, qui était prendre le contrôle, mais contrôler beaucoup mieux les régulations des fonds de private equity, par exemple, les rémunérations des fonds de private equity. Donc tout ça va être oublié. Et donc c'est bon pour la finance américaine et c'est bon pour les entreprises plutôt technologiques américaines. Est-ce que aussi la volonté de développer le forage pétrolier ne va pas permettre encore à l'industrie américaine, même si ce n'est plus le premier vecteur de la puissance américaine, vous l'avez bien dit Patrick, c'est une économie tertiarisée, très largement une économie de service, mais il n'empêche, est-ce que là on n'a pas un argument en plus en faveur de la dynamique économique? Mais les États-Unis sont exportateurs de pétrole et de gaz. Et donc, s'ils foraient plus, ils exporteraient plus. Donc, ça aurait peu d'effet sur le prix intérieur de l'énergie. On a un prix du gaz naturel aux États-Unis qui est autour de $5 le mégawattheure. C'est autour de $40 en Europe. Il y a un énorme écart et qui ne serait pas affecté. Et puis, les compagnies pétrolières sont assez réticentes sur l'idée de produire davantage de pétrole. Oui, elles ont changé d'état d'esprit parce que les actionnaires maintenant exigent de la rentabilité. À une époque, ils n'en exigeaient pas. Et puis,
les prix à la pompe, hein, les prix de la gasoline, comme on dit aux États-Unis, pour le consommateur. On est à peu près à 3 dollars le gallon aujourd'hui. Ils voudraient faire baisser ces prix, mais les compagnies pétrolières n'ont pas du tout envie de surproduire de pétrole et de faire chuter le prix du pétrole. Donc je crois que cet aspect-là de son programme. Et puis, elles ont aussi quand même, pas toutes, mais un certain nombre des ambitions dans les énergies renouvelables. Donc on ne peut pas tout financer non plus. Donc je ne crois pas qu'il y aura une énorme... on parlait de 3 millions de barils de pétrole plus gaz, équivalent au pétrole plus gaz de plus. Je ne crois pas que ce soit facile à réaliser. Qu'on soit bien clair, puisque vous estimez qu'il va appliquer son programme, est-ce qu'on a, compte tenu de l'impact sur le pouvoir d'achat, des effets récessifs ou pas, et comment va se comporter la croissance américaine d'après vous? Ça va être une croissance qui va être tirée par l'investissement des entreprises et freinée par la consommation des ménages. Alors que la tendance depuis un an, c'était un redémarrage de la consommation avec les gains de pouvoir d'achat qui avaient apporté la désinflation. Donc on va retrouver une croissance assez différente. C'est un programme qui est très bon pour les entreprises et qui est pas bon pour les salariés, quoi. Et donc on va avoir à nouveau une déformation du partage du revenu aux États-Unis en faveur des profits et au détriment des salaires. Alors venons-en à la question des taux, puisque Wall Street a tout de même salué la réélection de Donald Trump, hein, les actions ont bondi et le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records, très bien. Mais si vous croyez à un scénario inflationniste, vous voyez l'inflation bondir dans quelle proportion et avec quel effet sur le marché des taux d'intérêt? Ça veut dire que, logiquement, on aurait des taux longs qui se tendent assez furieusement. Ouais. Bon, alors il y a la question de la Réserve fédérale. Oui, alors ça c'est une autre question. Et du casus belli, oui. Enfin plutôt de l'affrontement entre la Réserve fédérale et l'administration. Je ne crois absolument pas que Trump puisse faire partir Jay Powell. Powell va finir son mandat, donc il quittera ses fonctions en 2026. Et donc Trump va devoir vivre 18 mois avec Powell à la Réserve fédérale. Powell a dit qu'il n'avait pas du tout de contraintes politiques, et donc s'il y a une poussée d'inflation, il y aura une remontée des taux de la Réserve fédérale. Par ailleurs, l'inflation plus forte, alors il y a certains instituts qui prévoient 4 points d'inflation supplémentaires liés à la mise en place du programme de Trump. Hein. Donc l'inflation américaine qui est 2,5 en septembre passerait à 6,5, quoi. Et donc la Réserve fédérale remonterait les taux. Les anticipations d'inflation remonteraient, les taux d'intérêt à long terme remonteraient, et s'il y a vraiment 400 points de base de hausse de l'inflation, on peut estimer que les taux d'intérêt à 10 ans monteraient de 200 points de base. Alors, ils ont déjà monté, hein, ils ont monté de 70 points de base depuis leur point bas, hein, qui est début septembre. On était à 3,70 sur les taux américains. Donc, probablement, les taux longs américains peuvent passer au-dessus de 5% en raison de la poussée d'inflation. Et ça, c'est très mauvais pour l'immobilier résidentiel. C'est très mauvais pour l'investissement traditionnel. Et comment la dette est soutenable dans ces conditions? La dette américaine, elle est toujours soutenable parce que de toute façon, plus les taux d'intérêt à long terme sont élevés, plus les non-résidents achètent de dettes américaines, quoi. Donc, une hausse des taux d'intérêt à long terme des États-Unis, ça attire de l'épargne du reste du monde vers le marché des treasuries. Et donc, il n'y a pas de problème de financement. On ne peut pas raisonner sur les États-Unis comme on raisonne sur les pays européens. Enfin, il y a un énorme financement extérieur du déficit courant des États-Unis. Et le reste du monde financera les besoins de financement des États-Unis. Donc le véritable impact de la hausse des taux longs se ferait sentir sur l'immobilier. Sur l'immobilier résidentiel et commercial, hein, et sur les prix de l'immobilier qui avaient beaucoup remonté, hein, depuis un an et demi.
Et puis, quand même, le marché des actions n'aime pas les hausses de taux d'intérêt à long terme. Il y a quand même, on calcule les PER, et les PER cibles, évidemment, baissent que lorsque les taux d'intérêt à long terme augmentent. Donc l'effet de tout le programme de Trump est ambigu quand même sur le marché des actions américaines. Le marché des actions a beaucoup monté depuis l'élection. Mais si vous regardez les anticipations de taux d'intérêt à court terme, personne n'anticipe de remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Et si vous regardez les anticipations de taux d'intérêt à long terme, elles ne sont pas... enfin, le 5 ans dans 5 ans, par exemple, sur le taux à 10 ans, il n'a pas monté beaucoup. Donc, pour l'instant, les anticipations de marché ne valorisent pas une poussée durable de l'inflation. Mais peut-être aussi est-ce dû au fait que Donald Trump considère que le marché boursier est un thermomètre de sa réussite. Donc, est-ce qu'il va vraiment, là encore une fois, se tirer une balle dans le pied en faisant exploser l'inflation, ce qui aurait pour conséquence des tensions plus que sensibles sur le marché des taux, qui risquent d'endommager, vous l'avez dit, ou de ravager l'immobilier et d'altérer le patrimoine financier des Américains. Quand on a pour vocation, au contraire, de les aider à s'enrichir, c'est, encore une fois, contre-productif. Oui, mais le marché des actions, enfin, il est dominé par les entreprises technologiques. Les entreprises technologiques ne sont pas tellement sensibles au taux d'intérêt à long terme. Elles sont sensibles à leurs perspectives de croissance et aux perspectives pour l'intelligence artificielle, etc. Donc, on a bien vu d'ailleurs que depuis le début de septembre, cette assez forte remontée des taux d'intérêt à long terme des États-Unis n'empêchait pas que le marché des actions progresse. Donc, je crois que c'est pas un vieux marché des actions comme en Europe. C'est pas les entreprises chimiques ou les entreprises automobiles qui sont dominantes. C'est l'IT. L'IT n'est pas très sensible à une remontée des taux d'intérêt à long terme. C'est plus de l'immatériel et c'est des brevets. Et donc on peut défendre l'idée que Trump mettra en place son programme, que ça freinera certaines composantes du marché des actions, mais pas forcément durablement. On peut, sur une révision à la hausse des anticipations de taux d'intérêt à long terme, on peut avoir un coup d'accordéon, les actions corrigeraient et puis recommenceraient à monter, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé. Mais je ne crois pas à une détérioration continue du marché des actions américaines, parce qu'il y a les capitaux du reste du monde, parce qu'il y a l'innovation, il y a le poids de la tech, etc. Donc je ne crois pas que cet argument empêchera Trump de mettre en place son programme. Bon, alors en termes d'allocation, là, vous esquissez tout de même un axe, c'est les actions américaines. Alors, il faut évidemment réduire les durations sur les investissements obligataires. Il faut privilégier les actions américaines aux actions... Alors, réduire les durations, donc c'est prendre plutôt des échéances courtes. Des échéances courtes. Il faut privilégier le marché américain par rapport au marché européen ou chinois, etc. Il faut probablement s'attendre effectivement lorsque le marché révisera ses anticipations de taux d'intérêt à long terme, à une correction, puis à nouveau à un redémarrage ça créera des opportunités d'entrée après une correction. Et puis sur la problématique à grosse value, action de croissance ou action de valorisation, on peut avoir une faiblesse transitoire des actions, des valeurs de croissance, il faudrait à ce moment-là profiter de cette faiblesse pour rentrer dans les valeurs de croissance, sachant que les valeurs de croissance ont des perspectives plus favorables à long terme. Mais l'allocation d'actifs, c'est du dollar, quoi. C'est du dollar sous toutes ses formes. C'est du dollar sur les actions, c'est du dollar sur le private equity, sur le venture capital, c'est du dollar sur le... Oui, d'ailleurs, le dollar, il est voué à s'apprécier. Et puis le dollar va s'apprécier. Alors Trump ne va pas aimer ça. C'est pour ça qu'il essaye de mettre de la pression sur la Réserve fédérale. Mais
quand vous avez plus d'inflation, plus de croissance, des taux d'intérêt à long terme plus élevés et une rentabilité du capital plus élevée que dans le reste du monde, c'est difficile d'empêcher votre monnaie de s'apprécier. Donc le dollar va probablement aller autour de la parité vers l'euro. Bon, je vais essayer de synthétiser tout ce que vous nous avez dit, Patrick, c'était très riche. Alors, vous tenez tout de même pour le scénario d'une application assez rigoureuse par Donald Trump de son programme, ce qui aurait un effet inflationniste. Alors, pourquoi? Bon, la hausse des droits de douane, si elle est généralisée, évidemment, ferait repartir l'inflation d'un coup d'un seul. On a également le marché du travail qui risque de se tendre si la politique migratoire change radicalement avec un arrêt des flux migratoires, puisque c'est ce qui avait permis aux entreprises, finalement, de réduire les hausses de salaire, parce que l'économie américaine se portant bien, eh bien, les entreprises cherchaient de la main-d'œuvre. Et là, c'est cette main-d'œuvre-là qui a répondu, finalement, aux besoins supplémentaires. Et donc, si on n'a plus cette main-d'œuvre-là, vous dites, ben, ça va recréer des tensions du côté des salaires. Donc, vous voyez l'inflation repartir fortement. Vous avez cité certains bureaux d'études qui parlent de 400 points de base d'inflation en plus. Donc, ça nous ramènerait vers des 6,5% d'inflation. Que dans ces conditions, le marché obligataire ne réagisse pas serait illusoire. Il réagira pour vous, donc on aura des taux qui vont repartir à la hausse. Une réserve fédérale, donc vous pensez qu'elle restera droite dans ses bottes et qu'elle manifestera son indépendance, qui relèvera également ses taux. Donc ça aurait un impact assez négatif sur l'immobilier américain, sur l'investissement. Néanmoins, ce que vous dites aussi, c'est que les États-Unis, là, sont dans une dynamique telle que il faut privilégier les actions américaines. Il faut acheter du dollar, en fait, mais pas avec des obligations à longue échéance, puisque là, ça va bouger, selon vous. Plutôt privilégier la partie courte. Et puis, du côté des actions, vous dites qu'en fait, ils ont la rentabilité du capital supérieur, ils ont l'innovation. Bon, et en plus, ils ont la devise, ils ont la puissance, ils ont l'hégémonie, donc ça ne va être que renforcé avec Trump, finalement. C'est un peu ça l'idée. Et donc, dans une allocation, il faut privilégier ce type d'actifs, les actions américaines, par rapport au reste du monde. Correctement résumé? Parfait. Patrick, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.